Dans cette vidéo, on part à la rencontre de Charlotte qui n'a jamais tué un seul animal de sa carrière. Elle a décidé de changer de métier il y a 6 ans pour ouvrir un sanctuaire d'animaux. Donc elle va les chercher avant qu'ils partent à l'abattoir. Je vous laisse découvrir son histoire. Bon visionnage. Alors là, je t'emmène dans les parcelles où actuellement il y a les vaches et les chevaux. Ok. Voilà, ils vont pas y être encore très longtemps parce qu'ils vont bientôt changer de champ. Mais voilà, pour l'instant c'est là qu'ils sont. C'est aussi la zone où il y a les parcelles qui servent à la production de fourrage. Voilà, parce que je fais assez grosse quantité de fourrage tous les ans. Fourrage qui est vendu, puisque moi je suis autonome et donc j'ai plusieurs dizaines de tonnes d'excès de fourrage, donc je les vends. Alors toi tu as un sanctuaire pour animaux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est être sanctuaire ? En fait, donc c'est accueillir des animaux et des animaux qui étaient déjà parfois là, parce que c'était une ferme avant, une ferme classique. Et donc ce sont des animaux qui sortent complètement de l'exploitation animale, donc circuit viande ou production laitière ou autre, et qui finalement sont destinés à vivre leur vie jusqu'à leur belle mort sur le lieu, quoi. Voilà. Et toi tu les récupères comment alors ? C'est des amis éleveurs qui te les donnent Des amis éleveurs, c'est arrivé, ouais. C'est arrivé, mais sinon je suis contacté par des associations voilà, qui ont vent de mon existence et qui du coup me demandent si j'ai de la place pour accueillir d'autres animaux. Okay. Hop, on est arrivé. Donc là, comme il fait chaud, j'allais dire les vaches vont peut-être être à l'ombre, mais non, elles sont là. Soleil. Hop, alors écoute, attends, je vais passer en premier quand même. Voilà. Et quand on dit que tu as un animal à protéger, tu es toujours en capacité de l'accueillir ou parfois c'est pas possible ? C'est pas toujours possible. C'est surtout moi, alors c'est pas une question de place parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir assez de place. Par contre, ça va plutôt être un souci de comportement d'animal. Moi, je peux pas accueillir un animal qui serait trop sauvage ou trop nerveux. Voilà, faut quand même que ça reste des animaux qui soient à minima manipulés et à peu près calmes. Alors non pas parce que je ne sais pas gérer un animal nerveux, mais moi je suis quand même principalement seule sur le site. Donc si je dois intervenir parce qu'il se blesse, parce que quelque chose, il faut que je puisse le faire toute seule. S'il faut commencer à être 3-4 pour le contentionner ou autre, c'est très vite compliqué. Et après au niveau matériel en soi, moi je n'ai pas de cage de contention ou de couloir de contention. Donc ça c'est un coût. Ce serait génial si j'avais ça, mais j'en ai pas. Donc voilà, moi ma seule contrainte c'est d'avoir quand même des animaux qui soient un minimum manipulables par moi-même, quoi. Ok. Je te laisse juste remettre un petit peu ton micro, tu vois, l'enfoncer bien sur le t-shirt. D'accord. Parce que voilà, comme ça va mieux capter ta voix, je pense. Ouais. Ah oui, donc t'as quand même un grand espace pour les accueillir. Oui. Là c'est même qu'une petite partie presque, mais oui. Il y a de quoi largement, d'où le fait aussi que j'ai de la surface aussi pour la partie production végétale, qui est nécessaire pour l'activité de la ferme, quoi. Et alors, est-ce qu'ils ont quand même une utilité, ces animaux, pour toi, ou pas vraiment ? Alors, au sens agricole, ils n'en ont plus. D'accord. Faut être clair. Après, d'un point de vue, je dirais... presque écologique, même si ce mot-là est un peu galvaudé, dans le sens où ils permettent aussi de garder les milieux ouverts en pâturant les parcelles, donc un peu en mode éco-pâturage.
Ils ont un intérêt pédagogique aussi, puisque je fais de l'accueil du public sur la ferme. Et bien, donc il y a toute une partie pédagogique où j'explique les animaux, leurs besoins. Ça permet aussi au public de découvrir que ce sont aussi des animaux qui peuvent être comme un animal domestique, quoi, très sympa. Et puis ils ont aussi une grande sensibilité. Enfin voilà, ça fait un petit peu d'apprentissage un petit peu de ce que peuvent être ces animaux. Donc ils ont leur utilité, mais pas au sens strict d'un point de vue agricole, quoi. Et alors, les dents, t'en as des moins farouches que d'autres? Voilà. Oui, par exemple. Il y a une petite jeune qui est ravie de voir du monde, voilà, qui nous fait une blague. Elle fait genre, voilà, elle c'est une jeune, donc ouais. Et ils sont venus boire au bac. Alors après, ouais, dans les... Celle qui est venue boire tout ça, ce serait bien si elle venait pas nous voir. Elle est adorable, hein. Mais elle est très très envahissante et très pot de colle. Donc si elle vient nous voir, ça va être un peu compliqué. Mais après, voilà. On peut les approcher un peu? On peut quand même les approcher. On peut aller voir aussi après les vaches. Et tu leur donnes tous un nom? Ils ont tous un nom, ouais. Toutes sans exception. Voilà, elle par exemple, c'est Nerea. Voilà, elle est encore pouliche puisqu'elle a que 3 ans, donc c'est un grand bébé. Et Méria, elle vient d'où alors? Alors elle, c'est la dernière de mon élevage, puisqu'avant j'ai élevé. Et c'est la dernière, elle a été la dernière avant la décision de cesser complètement toute exploitation des animaux. Et voilà. Tu peux revenir un peu sur cette décision que tu as prise? Alors c'est une décision. Alors moi déjà je n'ai même dans mon travail, ça fait 15 ans que je suis installée, moi j'ai jamais mis un animal à l'abattoir. Ça a toujours été une règle. Donc ça là-dessus. Mais je vendais quand même les animaux, bon certes à des particuliers, à des collectivités également, et à d'autres éleveurs. Et ça me posait quand même un problème parce que finalement on ne sait pas ce qu'ils deviennent derrière. Donc nous on fait tout pour les préserver et qu'ils aient la meilleure vie possible, hein, bien sûr, même si voilà, en tout cas pour répondre à leurs besoins. Et en fait derrière on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Jusque-là, j'étais assez confiante parce que j'ai lié beaucoup d'amitié avec des personnes qui m'achetaient les animaux. Donc on avait vraiment un lien, on se donnait des nouvelles, etc. Et puis les dernières ventes que j'ai fait, notamment au niveau des bovins, j'ai eu une grosse déception parce que j'ai su, c'est la seule fois où ça m'est arrivé a priori, j'ai su que alors là, attention juste à ton pied, qu'elle ne marche pas dessus. Voilà, j'ai su que les vaches que j'avais vendues avaient été revendues et elles ont mal fini, a priori, vu où elles ont été vendues. Et pour moi, là, ça a été un peu la goutte d'eau. Déjà que j'avais un peu l'idée d'arrêter, ça a été un peu le trop, quoi. Surtout que c'était des animaux que je connais bien, qui ont été élevés là tranquille. Je les avais vendus adultes. Donc voilà, elles avaient toujours connu une vie cool, sympa, en troupeau. Et puis là, elles ont donc ça, tu l'avais dit à l'éleveur, tu lui avais dit de ne pas le faire. Oui. Et c'était une personne qui était éleveur de chevaux, mais qui voulait des vaches pour l'entretien et qui m'avait dit, de toute façon, moi, je ne vis pas des vaches, donc c'est vraiment pour mon plaisir. Enfin, il n'y avait pas de raison a priori que je m'inquiète, parce que c'était pas son métier au niveau des bovins. Et puis au final, en fait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas capable de gérer des bovins. Et au lieu de me rappeler, de m'en parler, puis moi je les aurais repris, je veux dire, voilà, il les a vendus à un marchand, quoi. Tout simplement. Donc je l'ai su après, c'était fait de toute façon quand je l'ai su. Moi j'ai dit moi j'arrête parce que c'est pas, je juge absolument pas le travail des éleveurs. Ça c'est pas le propos. Mais moi, à titre personnel, c'est pas quelque chose que je pouvais accepter, quoi. Donc j'ai dit stop, on arrête. Je veux plus. J'avais déjà une façon la plus éthique possible de faire, mais je me suis dit on va jusqu'au bout, quoi. Et alors comment ça se passe la transition? Petit à petit, tu commences par où? Ça t'arrête du jour au lendemain? Moi, ma vraie transition était surtout au niveau des naissances. Ouais. C'était parce que finalement, leur mode de vie est identique. Ça, j'avais les grands espaces, vivre en troupeau, avoir des abris naturels ou bâtiments pour l'hiver, etc. Donc ça n'a pas tellement changé. Ce qui a changé, c'est surtout d'arrêter les naissances et d'arrêter de vendre en extérieur comme ça chez d'autres éleveurs ou autres. Ouais, ça, c'était... Donc finalement, c'était une transition qui n'a pas été difficile à faire pour moi parce que c'était juste
on arrêtait cette façon de faire, point. Ça aurait été plus difficile si en plus il fallait que je change vraiment le mode d'accueil, enfin voilà, changer les espaces et tout, mais moi j'ai pu laisser comme c'était, quoi. D'accord. Et alors, c'est quoi ta philosophie pour t'occuper un peu de ces animaux? Par exemple, tes chevaux, tu les ferres? Pas du tout? Alors non, elles sont pas ferrées. Par contre, le maréchal passe pour parer les pieds. D'accord. Voilà, donc il y a l'entretien. Ils sont brossés, les pieds sont faits. Si besoin, le dentiste, tout ça, l'ostéo, voilà, ça c'est Viroise. Et ma Viroise. Voilà. Mais ils sont quand même pas farouches hein, ici les animaux, non. Ils viennent vers toi. Non, c'est pour ça aussi des fois quand je fais des visites de la ferme, je dis toujours aux gens faites attention à vos pieds ou autres. Alors non pas parce qu'il y a du danger, mais ils sont tellement proches de nous parfois que ça peut être impressionnant. Et même s'ils font attention, voilà, on n'est pas à l'abri des fois de se remarcher sur le pied, donc il faut quand même faire attention. Et ils s'entendent bien entre eux ou parfois ils se... Alors il y a une hiérarchie hein, quand même. Ah, il y a une hiérarchie qui se passe. Voilà. Donc oui, elles s'entendent bien, mais chacun doit avoir sa place, sinon elles remettent de l'ordre bien rapidement. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà, donc, et dans le lot, là, il y a 2 juments, Calicia et Caline, qui sont des juments qui ont, qui ont 14 ans aujourd'hui, je ne dis pas de bêtises, et que j'ai depuis qu'elles ont 6 mois, et qui sont des juments que je suis allée chercher en Corrèze, chez un marchand, qui étaient des juments qui étaient destinés à la viande, qui devaient partir en station d'engraissement en Italie. Ouais. Ah, tu vas les chercher jusqu'en Corrèze. J'ai fait plusieurs sauvetages. Maintenant, les animaux viennent plutôt à moi, mais à une époque, j'ai fait plusieurs sauvetages, voilà, un peu partout en France. Et voilà, elles étaient destinées à la viande et elles sont là. C'est les 2 qui sont là-bas d'ailleurs. Ouais. Donc tu aurais été prête à quasiment tout pour les sauver, quoi. Vraiment, oui. Alors le pire ou le mieux que j'ai fait, c'est d'aller chercher une jument, une très breton de 20 ans, du côté d'Aix-en-Provence. Ah oui. Et une jument qui était, c'était un tréteau, elle était là plus que les os, la peau sur les os. Et en plus, elle était assez sauvage. Pas sauvage dans le sens, mais dans le sens où je pense qu'elle en avait ras-le-bol de l'humain. Mais elle est venue finir sa vie là tranquillement. Elle a vécu jusqu'à 27 ans. Et voilà, mais elle était tellement dans un état, je me suis dit, mais comment elle va tenir le coup pour ce long voyage? Mais elle a tenu. Et voilà, ça a été une jument adorable, même si voilà, elle n'aimait pas qu'on vienne. Elle voulait être tranquille, quoi. Et ça va, elles se réhabituent quand elles arrivent ici ou elles sont toujours un peu traumatisées de ce qui leur est arrivé? L'exemple de cette jument, elle est restée quand même assez traumatisée par l'humain, même si elle nous faisait complètement confiance. Si on avait besoin d'intervenir sur elle, il n'y avait pas de souci. Par contre, voilà, comme vous avez vu ce qu'ont fait celle-ci, elle ne l'aurait pas fait par exemple. Elle serait restée au fond du champ sans venir nous voir. Mais après, si c'est ce qui lui convient, ça va quoi. Ouais. Et elle n'est plus là aujourd'hui, du coup. Et elle n'est plus là, non. C'est une jument qui est décédée il y a déjà quelques années, ouais. On peut aller voir les vaches, rapidement? On peut aller voir les vaches. Là, je vois les juments, elles aimeraient se baigner, je pense. Ouais, elles trompent les pieds, là. Ouais. Elles ne sont pas farouches non plus, les vaches? Alors, certaines un peu plus. Alors, surtout quand elles ne connaissent pas. Moi encore, je peux approcher à peu près tout le monde. Quand elles ne connaissent pas, elles sont un peu plus méfiantes. Mais on va essayer. On va essayer. Il y en a une, c'est sûr qu'elle se laissera caresser. Elle doit être derrière Minus, je crois. Et la vache la plus loin que tu as récupérée, c'est... Alors, en vache, ça reste plutôt local. Voilà, ça vient de Bretagne ou de Normandie, ou voilà. Là, en bovin, ouais. Et quand elles arrivent dans le troupeau, c'est un nouveau troupeau, c'est pas trop... Alors je fais une transition quand même, parce que quand elles sont dans des grands espaces comme ça va, parce que il va y avoir de la bagarre, mais elles sont assez grandes pour qu'il n'y ait pas de blessés ou que chacun puisse retrouver des marques. En bâtiment, on ne pourrait pas faire ça, ce serait trop dangereux pour la nouvelle arrivée. Donc je fais quand même, s'ils sont dans des champs plus restreints, je fais quand même une transition, c'est-à-dire que je mets la nouvelle vache avec le troupeau, mais je sépare avec un fil. Et puis voilà, ça dure quelques jours, puis après, quand tout le monde a compris que c'était une nouvelle arrivante, j'enlève le fil et tout le monde est ensemble. Ouais. Sympa. Et t'as pas de taureau par contre ici? Alors plus. Plus? Ah oui, t'as eu? Oui, j'ai eu, mais je n'ai plus, du fait d'avoir souhaité cesser la reproduction. Je pourrais avoir des taureaux et en les mettant à part, mais c'est trop compliqué. Ouais, c'est compliqué quand même, quand on a quand même les vaches derrière et tout ça, ouais, c'est compliqué. Alors c'est qui se laisse approcher par ici? Alors je pense que là on peut aller rejoindre
Elle est derrière Minus. Oui, elle se frotte à lui d'ailleurs, elle se gratte. Voilà, c'est son meilleur ami. C'est son meilleur ami Ouais. ensemble. Donc quand je cherche Eclipse, il suffit de chercher Minus, qui est assez visible. Tu fais un peu de la sociologie des vaches parfois, tu te rends compte de comment tu vois l'organisation un peu interne. Ah oui, c'est assez. Alors on va se pousser parce qu'elles vont vouloir. Voilà, c'est quand même les juments qui sont. Ben va, Briseis, qui décident un peu. D'accord. Voilà. Voilà, alors elles vivent avec les vaches sans problème. Ok. Par contre, ça reste les juments, les chefs, quoi. Mais elles feront jamais de mal aux vaches. C'est juste que si elles passent, elles savent que c'est aux vaches de se pousser Ah. et pas à elles. Ah, et dans la hiérarchie de la ferme, c'est les chevaux qui sont au-dessus des vaches. C'est ça. Ah, d'accord. Alors, Et mon alors louloute, ça va, Maïdine? Voilà, là on a Eclipse, qui est une vache qui a 17 ans maintenant. Voilà. Alors elle, c'est une ancienne de mon troupeau laitier que j'ai gardée, que j'ai sanctuarisée après pour qu'elle finisse sa vie tranquillement. Voilà, sans qu'on n'exige plus rien d'elle. Donc tu l'as eu toute petite, elle. Donc elle, je l'ai eue toute petite, ouais. Une petite mère. Et elle a quel âge maintenant? Et donc elle a 17 ans. Ah Elle oui. va avoir 17 ans, ouais. Donc c'est une petite mémère, quoi. C'est une petite mémère, ouais, qui est gentille comme tout. Il y en a d'autres aussi, mais elle, j'avoue qu'Eclipse, c'est un peu la chouchoune, mais parce que même quand elle ne connaît pas, elle se laisse caresser. Quand les autres, évidemment, c'est très curieux une vache, mais c'est aussi très méfiant. Donc, et puis ça sait parfaitement reconnaître les visages. Doucement, doucement, ma belle Neria. Arrive doucement. Oui, on sait que tu veux des câlins. Ouais, t'es embêtée par les mouches. Tu passes, tu fais quoi? Non, oui, non, oui, non, oui, non. Toi aussi, t'as joué dans l'eau? Bah oui. Et alors tu me disais qu'ils étaient jamais montés non plus, hein, c'est ça? Jamais monté, ouais. Ouais. Mais il y a eu dans le lot, il y a des juments qui ont été attelés, mais sinon, c'est bien sûr fini. Et elles sont jamais montées, ouais. Et pourquoi tu as décidé de ne pas les monter? Parce que... Alors déjà, très honnêtement, je suis franche, j'ai pas beaucoup le temps. D'accord. Il y a déjà une Déjà, question c'est de ça. temps, ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement, c'est un peu compliqué, ça va leur coller du stress parce que si je monte une jument, les autres vont s'affoler, ça va causer du stress dans le troupeau. Et puis c'est un peu fatigant D'accord. de se dire mince, j'en sors une. Et puis, je suis pas toujours d'accord. J'ai un petit problème quoi, avec le côté de monter l'animal. Je ne suis pas contre, hein, Oui. mais je pense qu'il y a des façons de faire qui ne me plaisent pas beaucoup. Moi, si je les monte, quand je les ai montés, hein, donc je ne vais pas dire que je ne l'ai jamais fait. Bon, voilà, c'était en licol et voilà, je ne mettais pas de mort et tout, même pour des chevaux de trait qui sont... Voilà, donc je ne suis pas contre monter un cheval, pas du tout, mais par contre... voilà, le côté équitation classique me convient pas du tout, pas du tout. Le mort, la selle, pour un peu qu'on nous sorte des éperons et je sais pas quoi, voilà, c'est la fin. Puis ça va avec la philosophie un peu du lieu aussi, c'est de Exactement. rendre les animaux le plus proche de leur état de nature, quoi. Exactement, oui. Donc c'est en fait, après je nuance toujours parce que mine de rien, ils aiment le contact. D'ailleurs, c'est plus de voilà. Ils aiment le contact, ils aiment. Donc en fait, c'est pas des animaux que je veux laisser non plus, comment dirais-je, libres dans les champs et sans jamais voir d'humains ou sans jamais qu'on vienne s'en occuper parce qu'ils aiment ça. Ils ont envie de ça aussi. Donc c'est important qu'on garde le contact. C'est important que. Et je pense qu'il y a plein de façons de garder le contact et un lien avec un animal sans avoir besoin de lui monter sur le dos, quoi. Voilà. Donc je suis pas, je suis pas trop fan de ça. Très bien, très bien. Bah écoute, on peut aller visiter du coup le reste de la ferme, peut-être? Oui. Très bien, très bien. Bah écoute, on peut aller visiter du coup le reste de la ferme, peut-être? Oui. Et ça fait longtemps que tu es installé ici? Alors ici, ça fait 6 ans. 6 ans, d'accord. Et avant, t'étais toujours dans le même coin ou t'étais un peu plus... Alors non, j'avais le même type de ferme, mais j'étais en Normandie. Tchoum. Et c'est quoi le plus dur dans le fait de changer de ferme? C'est l'aspect économique qui est le plus compliqué, de perdre les habitudes? Plutôt perdre les habitudes, devoir retrouver des marques, se réadapter. Même si je dois reconnaître que là aussi ça s'est fait assez facilement. D'abord il y a quand même eu beaucoup d'entraide.
de la part de certaines personnes de la commune qui sont agriculteurs et je dirais même agricultrices. Voilà. Et il y a aussi une autre personne qui, comme moi, c'est drôle, sur la commune vient de Normandie et s'est réinstallée là, alors en tant qu'éleveuse de chevaux, mais c'est marrant parce que du coup, ça a quand même créé une certaine synergie. Oui, voilà, on s'est retrouvés dans cette forme d'entraide. Voilà. Et pourquoi tu as dû quitter le lieu? C'était est-ce que... Alors, j'adorais là-bas, Ouais. mais par contre, c'est au niveau du parcellaire. C'était très beau, c'était très chouette, mais c'était aussi... j'étais dans un coin très vallonné de la Normandie. Alors là, je sais que c'est assez vallonné, mais là où j'étais, c'était vraiment pire. Ok. Et donc, il y avait même certaines parcelles où on ne pouvait pas accéder en tracteur. Et sur les années, c'est quand même c'est fatigant, parce qu'on doit faire beaucoup de choses à la main, à pied. Et pour les animaux, surtout quand ils vieillissent, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc j'avais fait le choix de rechercher une autre ferme qui serait plus facile à travailler, quoi. Plus facile à avoir aussi des animaux, surtout quand ils vieillissent, quoi. D'accord. Hop, on va refermer ça. Et voilà. Et donc là, là au-dessus, c'est vrai qu'on aurait pu aller plus loin. Donc il y a les parcelles qui vont être fauchées. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. On en a une là au bord aussi qu'on pourra voir. Ouais, on peut les voir rapidement. Oui. Alors ça oblige à remonter en voiture parce que c'est la route pour reprendre le chemin de la ferme. Allez, c'est reparti. Hop. Oups, attends, c'est la ceinture là. On va faire quelques mètres, mais c'est... Bon, normalement, je fais tout ça à pied, hein, ou oui. avec mon vélo, mais là, c'est parce que, voilà, on va faciliter un petit peu... On a besoin de la vidéo. Ouais, pour faire un petit peu, exactement. Ça va être un petit peu plus facile, hop. Tac. Ah non, mais moi, j'ai chaud, vraiment. Tac. Est-ce que c'est un peu aussi une manière de, tu vois, de répondre philosophiquement aux enjeux climatiques, ce que tu fais un peu, il y a ça qui te traverse aussi dans ta façon de voir les choses? D'une certaine façon, oui. Et je pense sincèrement que même d'un point de vue, on va dire agricole, je pense qu'on ne peut pas continuer comme on a fait jusque-là. Il y a des enjeux effectivement écologiques, économiques qui sont là. On voit bien que ça peut pas, on peut pas continuer comme ça éternellement. Ça va pas être possible. Ah non, on va aller un peu plus loin. Ouais. J'ai un autre, on va avoir une meilleure vue sur une autre parcelle. Ouais, je viens d'y penser. Ça va être mieux que celle-ci. On va pas très bien voir là. Donc je pense que c'est indispensable, quoi. Enfin, aujourd'hui, de toute façon. De revoir la façon de faire, de revoir la façon d'élever les animaux, même quand il y a une production. Bon, moi, j'aime pas trop le mot exploitation parce que, évidemment, je trouve qu'exploiter le vivant, tout est dit, quoi, dans la phrase. Pour moi, il y a quand même un problème, quoi. Mais après, c'est un vaste sujet, beaucoup d'enjeux, donc de toute façon... Voilà, ça déchaîne un peu les passions, même au sein de la profession, si je prends vraiment le côté donc, agricole, même au sein de la profession, de toute façon, il y a des désaccords terribles, parce que finalement, il y a une profession au sens officiel, mais tellement de façons différentes de faire, quoi. Donc, voilà, entre ne serait-ce qu'un bio extensif et puis un conventionnel intensif, déjà, ça n'a strictement rien à voir. Mais on reste j'entends aussi qu'on reste sur de l'exploitation animale. De toute façon, il n'y a pas de... Dès qu'il y a une production animale quelconque, on ne peut pas être sur un système de toute façon parfait, quoi, par rapport au monde du vivant, quoi. Ça, c'est évident, mais bon. T'en as déjà eu des conflits ouverts avec d'autres agriculteurs ? Alors honnêtement jamais. Okay. Honnêtement jamais. Alors même si effectivement on a des visions différentes ou des points de vue différents, voire opposés, voire complètement opposés. J'ai jamais eu du tout de conflit, mais je pense aussi que j'ai quand même évolué dans ce milieu-là. Et ce qui fait que comment dirais-je,
Je sais ne pas être dans le jugement non plus. Moi-même, je vais pas attaquer de front sur le sujet, ou je vais savoir ménager la chèvre et le chou. Et donc, au moins pour rester ouvert dans la discussion, parce que je ne pense pas que c'est en se braquant les uns envers les autres qu'on fera évoluer quoi que ce soit. Donc, de toute façon, si on veut garder un dialogue ouvert et peut-être voir de l'évolution, je pense qu'il faut savoir maintenir le respect, au moins dans les discussions, quoi. Donc, c'est vrai que je pense avoir réussi toujours à maintenir un peu ça, donc à permettre que jamais j'ai eu même de reproches, ou en tout cas rien que je ne sache. Ouais, d'accord. Hop là, quelques bosses. Et t'as eu l'impression de réussir un peu à changer les mentalités parfois autour de toi, ou tu trouves que ça a toujours été compliqué? Alors, je pense que ça a pu quand même changer quelques mentalités. Alors je dis pas que les gens ont forcément changé leur façon de faire, mais ils n'ont peut-être plus tout à fait le même regard pour certaines personnes. Et j'ai quand même un exemple d'un ami éleveur en production de viande qui était éleveur de père en fils, donc vraiment c'était le métier de génération en génération. D'accord. Et qui il y a 3-4 ans, je crois à peu près, a décidé de cesser d'exploiter ses vaches et de cesser de produire, parce que pour des raisons de respect de l'animal, parce que tout ce qui était la chaîne d'abattage, tout ça, lui, ça finissait par lui poser problème. Pourtant, un enfant du pays et qui a toujours connu ça. Il a gardé ses vaches, mais il a tout seul, il n'a rien demandé à personne, mais il a sanctuarisé sa ferme et il ne fait que de la production végétale, donc il est producteur de céréales notamment. Et il a gardé ses vaches. Et en plus, il est en charolaise. Donc vraiment la vache de base, pour l'élevage de viande, enfin de base comme la limousine, comme autre. Et il les a gardés, mais il n'exploite plus, quoi. Ouais. Donc tu as réussi à en convertir un. Voilà. Mais je sais qu'avec les autres, ça permet de voir aussi un peu, ça a permis parfois de voir l'animal autrement. Par exemple, je connais quelques éleveurs, alors oui, c'est dommage pour les autres, mais par exemple, qui se sont un peu attachés à une vache et qui va avoir, je ne sais pas moi, elle a des problèmes de fertilité, elle a des problèmes de production de lait, peu importe, elle n'est plus tellement rentable, on va dire, pour l'exploitation, et qui vont chercher à la placer. Au lieu de l'envoyer directement à l'abattoir. Ça, c'est des choses, je trouve que... d'abord, c'est des choses que j'ai connues avec des connaissances éleveurs. Et je trouve même, si on regarde un petit peu les réseaux sociaux ou autres, sur des pages d'agriculteurs, on voit que certaines fois, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Alors, je ne pense pas que ce soit des coups de com'. Je crois vraiment qu'il y a certains éleveurs qui se disent, c'est... On ne peut pas changer. Ouais. Ok. Et alors là, donc c'est là par exemple c'est une des parcelles qui sert à la production de fourrage et qui est faite et qui va être là fauchée, le foin va être fait et donc qui sert en partie la production végétale de la ferme, quoi. Voilà, ça c'est une des parcelles. On voit d'ailleurs les vaches et les chevaux là-bas où on était. Donc tu as quand même un tracteur pour t'aider. Ouais. Oui, j'ai un tracteur, il y a la Cuma, et puis il y a aussi, parfois je fais des travaux par moitié. Donc là, par exemple, c'est une amie agricultrice sur la commune qui va venir faire aussi le fourrage et qui va s'occuper de ça aussi, par exemple. Ouais. Trop bien. Je fais un petit tour de caméra pour montrer comme c'est beau quand même. Oui. Ouais. C'est vrai que tu es bien installé, c'est joli là. On est assez tranquille, c'est le paysage est sympa, c'est très bocagé, donc c'est vrai que c'est des terres qui se prêtent bien au fait d'avoir des animaux aussi, du coup, parce que même pour leur confort à eux, Et puis j'avais fait replanter, avec la communauté de communes et les aides européennes, j'avais fait replanter 4 km de haies bocagères sur la ferme là. Ah oui, en plus. Ouais, c'est beaucoup. Donc Et tu fais un peu de production nourriture aussi pour les humains, je vais dire. Alors pour les humains, non en tant que tel. Par contre, j'ai une production arboricole avec des fruits du verger
Et donc là, effectivement, j'ai une production et je vends directement à la ferme. Alors, je ne cherche pas à faire des marchés ou autres parce que finalement, tout est vendu avec les clients qui viennent au Tipeee. Donc, ouais. Et donc là, voilà, une assez grande production de fruits d'hiver, mais surtout tout ce qui est prunes, pommes, poires, enfin voilà, tous ces fruits-là. Et donc il y a à peu près, je sais pas trop, mais je pense qu'on a à peu près 150 arbres fruitiers, quoi, à peu près. Et quand tu as fait tous ces changements dans ta ferme, etc., tu t'es senti intérieurement être plus en cohérence avec toi-même? Ça t'a fait du bien, genre, psychologiquement, de changer? Alors, oui, parce qu'en fait, les derniers temps, chaque fois que j'avais des bêtes à vendre, je le vivais pas bien, quoi. J'avais beau me dire, bah, ça va, elles partent dans une bonne maison, tout ça, tel éleveur, tel... Mais en fait, j'avais toujours un peu un cas de conscience. Ouais. Non, donc ce qui faisait que c'était pas très chouette comme ressenti. Tu pensais la nuit avant qu'elle parte? Ouais. Et puis le matin, voilà, quand elle partait, enfin voilà, c'était un peu difficile quand même, je reconnais. Puis voilà, plus les années passaient, de toute façon, plus c'était difficile. Alors peut-être moi j'avais moins confiance aussi. Donc finalement, quand la décision a été prise et que du coup je n'ai plus fait ces ventes-là, c'était un soulagement, quoi. C'était un soulagement. Attention la petite bosse, tac, tac. C'était un soulagement. Alors évidemment, il y a une réalité économique. Hein. J'ai aussi pu le faire parce que j'ai gardé la production végétale et qu'il y a le camping à la ferme secondairement. Parce qu'il y a quand même une réalité, je veux dire, on n'a pas des animaux qu'il faut nourrir et qu'il faut soigner en cas de besoin. L'argent tombe pas du ciel, c'est comme partout. Donc il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. Et donc il faut quand même que la ferme ait une productivité et un rendement, ça c'est évident. Et tu aurais pu faire tout ça si tu n'avais pas eu une ferme conventionnelle avant? Tu aurais eu l'argent pour investir? Eh ben, je ne sais pas, je ne suis pas certaine parce que si j'avais eu une ferme conventionnelle, j'aurais peut-être eu plus d'investissement, plus de charges. Et donc je ne sais pas, je pense que ça n'aurait pas forcément été infaisable, mais ça aurait demandé des grands changements. Maintenant, sur le plan économique, je ne sais pas si ça aurait été possible, quoi. Selon les charges en cours à ce moment-là, c'est pas certain. Et les animaux, c'est un truc où tu es sensible depuis que tu es petite ou c'est venu sur le tard? Non, depuis toujours. Depuis toujours. Depuis que je suis petite, voilà, moi j'ai grandi bien sûr avec des animaux, c'est vrai, mais j'ai toujours aimé la nature. Au sens large, et les animaux. Ça a toujours été mon truc. Quand j'étais petite, assez classiquement, mais c'est cliché, mais c'est pourtant la réalité. Voilà, je sauvais des petits oiseaux que je récupérais. Voilà, je mettais des escargots dans des coins pour éviter qu'ils se fassent écraser. Je me souviens. Et pour la petite histoire, même quand j'apprenais à conduire, je passais mon permis, je m'arrêtais quand il y avait un pigeon sur la route. Donc le moniteur était là, mais il va s'envoler le pigeon, tu peux y aller. Je disais, mais là, je vais l'écraser. Voilà. Donc non, j'ai toujours été, en tout cas au sens large, j'ai toujours été respectueuse du vivant. Je n'aime pas quand on arrache des fleurs sauvages. Voilà, même si je comprends qu'on a envie de se faire un petit bouquet et tout, je le comprends. Mais moi, j'aime pas ça, quoi, parce que je me dis, on n'a déjà pas beaucoup des fleurs sauvages endémiques, locales. Alors, quand elles arrivent enfin à sortir et à pousser, laissons-les. Voilà, enfin bref, voilà. Donc, j'ai quand même un attachement assez viscéral au respect du vivant. Voilà. Et tout simplement. T'es fille d'agricultrice ou pas du tout. Non. Il y avait des agriculteurs dans ma famille, oui, mais je ne suis pas fille d'agriculteur. Je vais me garer là, je vais rester là. Tac. Donc ça t'est venu comment l'idée de faire la ferme Ah oui, comment c'est venu? Parce que évidemment, à la base, alors je vais juste prendre mon téléphone, hop. À la base, effectivement, rien ne m'y prédestinait, alors pas du tout, puisque moi j'ai fait des études classiques, j'ai fait une série, un lycée général, et en fait, après mes études, moi j'ai voulu être vétérinaire,
Et en fait, j'ai surtout découvert le métier après un stage d'ostéopathe animalier. Et ça m'a complètement plu, enfin, c'était pour moi un peu une révélation même, je dirais. Et du coup, j'ai décidé de faire ces études-là. D'accord. Et c'était des études qui avaient un coût quand même, et qu'il fallait financer. Je les ai faites en partie en Angleterre. Et donc, j'ai cherché un job d'étudiant, comme n'importe quel étudiant peut faire sa recherche. Et en fait, en recherchant un job d'étudiant, j'ai mis des annonces. Puis il y a une personne qui m'a contactée en demandant si j'acceptais de venir traire ses vaches. Alors moi j'ai dit ah ben non, moi je cherche un job d'étudiant, mais c'est style garder les chiens, les promener ou babysitting ou que sais-je d'autre. D'accord. J'avais pas du tout pensé à ce type d'activité. Et la personne a beaucoup insisté parce qu'elle avait vraiment des besoins et elle avait du mal à trouver du monde. Et donc elle m'a dit écoute, tu fais comme tu veux. Il a dû m'appeler un vendredi et il me dit parce que je dis moi il faut que je réfléchisse un peu. Il m'a dit écoute, lundi, on se dit à lundi, si tu n'es pas là, je crois que c'était 9h, si tu n'es pas là à 9h, j'aurais compris que c'est parce que tu donnes pas suite. Et voilà, et si t'es là, t'es là. Et j'étais là. Après un week-end de réflexion, j'y suis allée, un peu trouillarde, parce que je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire ? Moi, je connaissais les vaches, mais comme ça, pendant les vacances d'été, quand on allait à la ferme dans la famille, mais c'est tout. Et en fait, j'y suis allée. C'était un patron qui était très... il nous apprenait vraiment par la pratique tout de suite. Je veux dire, il n'était pas du tout dans la théorie et tout. Donc c'était stressant à la fois et en même temps, ça nous obligeait à... Et j'ai adoré. Okay. J'avoue que j'ai adoré. Alors, évidemment, il était en bio, mais c'était une ferme classique, production de lait, voilà, tout ce qui va avec. Mais j'ai adoré parce que j'étais en contact avec l'animal tous les jours. J'étais dans la nature. Voilà, donc j'ai très vite appris à me servir d'un tracteur aussi. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant, je reconnais. C'est comme ça que j'y suis arrivée en fait. Et donc j'ai continué mes études, je les ai finies, etc. Mais après, j'ai été dans cette ferme pendant 4 ans, il me semble. Et après, j'ai été pendant presque 3 ans agent de remplacement. Donc on travaille dans les fermes pour remplacer les agriculteurs qui sont en vacances, blessés, malades, ou qui ont une surcharge de travail. Donc ça c'est très formateur parce qu'il n'y a pas une ferme qui se ressemble. Donc du jour au lendemain, il faut s'adapter à des tas de systèmes différents. J'ai trouvé ça super aussi, mais après j'ai eu envie de m'installer. Alors j'ai gardé quand même ce côté thérapeute animalier, il faut le savoir, mais je me suis surtout installée agricultrice après. Voilà, c'était mon objectif. J'ai trouvé une ferme et m'installer. Et là, t'as un petit chien alors. Voilà, Enola, oui, Enola. C'est ça, qui va se méfier un petit peu, mais qui est donc un... Alors c'est un chien de protection, mais elle vient d'un refuge, que j'ai été chercher en Espagne. En Espagne aussi, voilà. Voilà. Dis donc. Ouais, ils étaient plusieurs, mais cet hiver on a eu un décès aussi. Et donc elles étaient 2, elle est toute seule. C'est là, tu vois du pays pour sauver les oui, alors animaux. là, ça s'était fait avec une association quand même. Et voilà. Mais en tout cas, effectivement, c'est un sauvetage aussi. Voilà. C'est pour ça qu'elle est un peu craintive aussi. Oui, du coup. Elle se méfie quand elle ne connaît pas. Ouais. Après, ça va, mais... Et elle garde les moutons un peu ou alors, ou pas les animaux, même les poules, tout ça. Oui. D'ailleurs, quand il y a un petit peu de bruit parce que les poules affolent ou il se passe quelque chose, des fois il suffit qu'il y ait une buse ou un épervier soit passé pas loin. Tout de suite, elle arrive, elle regarde un peu ce qui se passe. Donc, ils sont plutôt bien protégés avec Enola. C'est chouette. Alors, on va voir qui là. Alors là, on va voir les ânes et les poneys. D'accord. Voilà. Et on a un cow-boy qui chante. Tu nous dis bienvenue. Hop, alors on passe par là. Tac. Hop, alors là, il n'y a pas de courant, j'ai coupé. Ouais, moi je peux passer par là si tu veux. Je vais le remettre après. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils sont sortis, mais peut-être pas. Et je pense qu'ils ont dû rester à l'ombre du bâtiment. Et alors ça, tu me disais que c'est des animaux que les gens qui viennent dans ta ferme, parfois amènent en promenade. Oui. C'est une rencontre avec les animaux aussi, quoi. C'est ça. Donc, alors évidemment, des fois, ils me baladent des ficelles, des machins, merci. Oui, c'est ça. C'est une rencontre. Les familles peuvent partir en vacances. Oh, en vacances. Oui, ils sont en vacances, mais ils peuvent partir en balade avec les animaux là.
Et donc ils partent à pied, ils promènent les ânes ou les poneys, voilà. Et ils partent dans les petits chemins de randonnée de la commune avec eux. Et des fois, tu as des gens qui connaissent pas trop les animaux, qui viennent et qui... Alors, très souvent. Très souvent même. Franchement, ils connaissent assez rarement. Sortis du chien et du chat, j'ai envie de dire, ils sont quand même moins souvent habitués. D'accord. Ouais, et même avec les chevaux, pourtant, par exemple l'équitation, tout ça, c'est quand même assez... mais c'est vrai qu'ils sont rarement habitués aux plus gros animaux. Et c'est souvent une découverte quand même pour eux. Par exemple, les vaches, caresser une vache, ça leur paraît incroyable. Ils disent, on les voit dans les champs, mais on n'imagine pas ça possible de caresser une vache. Et ben, je dis, bah si, et ils adorent ça. Voilà, c'est pas Myrtille qui va dire le contraire. Et donc plutôt des gens qui ont envie de découvrir la nature, quoi, globalement, qui viennent ici, quoi, qui veulent découvrir la nature et qui cherchent un vrai contact quand même avec les animaux. Voilà, donc c'est sûr que si on vient en séjour ici, il vaut mieux quand même effectivement aimer les animaux, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Et voilà, mais c'est vraiment ça, c'est vivre quand même un peu l'expérience en tipi, bien sûr, mais voilà, dans ce cadre naturel et surtout avec tous les animaux autour, quoi. D'accord. Et alors, t'as un cochon aussi, alors ça c'est... Oui. Alors, c'est rare de voir un cochon. Oui. Alors, il dort un peu là, peut-être. Ouais. Je vais pas aller la déranger parce que elle a 10 ans maintenant. Elle s'appelle Suzy. Nous, on l'a depuis qu'elle est tout bébé, depuis qu'elle a 2 mois. Je la portais dans mes bras. Aujourd'hui, bien sûr, c'est pas la peine. Elle fait 250 kilos. Mais elle vieillit un peu là, donc elle aime bien qu'on la laisse tranquille maintenant. Elle aime toujours autant les câlins, mais quand elle l'a décidé, disons maintenant. Voilà. Ce qui est souvent le cas chez les animaux quand ils commencent à prendre un peu d'âge. Mais en tout cas, elle a été sortie du... Alors, c'était une truie avec ses frères et sœurs qui étaient destinés à l'engraissement, quoi, à la charcuterie. Et donc, on avait été la récupérer, oui. Et alors après, c'est pareil, des éleveurs très sympas. C'est une race ancienne, donc c'est des éleveurs qui développaient les races anciennes. Et qui comprenaient, parce que moi j'avais été claire dans ma démarche, j'avais dit écoutez, voilà, moi à ce moment-là je pouvais en sauver qu'un en termes de place, etc. Et donc j'avais tout de suite été claire, j'avais dit moi c'est pour la sauver, la sortir du circuit et qu'elle vive sa vie tranquille, et c'est ce qu'elle fait depuis 10 ans. Elle n'est pas toute seule, elle est compagnie des ânes, des bonnets, des brebis, mais depuis 10 ans, voilà, elle vit sa vie tranquille. Ouais. Une des rares, en Côte d'Armor. Oui. Et alors pareil pour la petite histoire, moi j'ai eu en vacances au Tipi des éleveurs de porcs en intensif, en bâtiment, donc rien à voir avec ce que je fais. Et c'est pareil, on a su discuter, on a su échanger avec nos points de vue, et donc moi je trouve ça formidable. Et ils sont quand même venus en vacances dans un lieu comme le mien, qui est un sanctuaire pour les animaux, au milieu de la nature. Et donc comme quoi, il y a quand même des petites choses qui se passent quand même, même pour des éleveurs en circuit intensif et conventionnel. Ils ont été là plusieurs jours et j'avoue que ça les a beaucoup perturbés de voir Suzy dans son élément, aller se rouler dans sa bauge, là, dans sa boue, manger de l'herbe dans le champ avec les autres. Voilà, ça met des petites graines. Mais en tout cas, c'est des gens avec qui on a vraiment bien discuté et c'était tout à fait sympathique, quoi. Et pourtant, ils font un métier que je peux pas apprécier, quoi. Mais on a su s'écouter, se respecter, et je pense que c'est là l'essentiel, quoi. Et est-ce qu'ils se rendaient compte que leur cochon, c'était quand même une espèce intelligente? Est-ce que c'est intelligent, un cochon, globalement? Alors, ils s'en rendaient compte, mais je me souviens de ce qu'un des deux m'avait dit. Il développe une forme un peu de déni. Je ne sais pas comment ça se passe psychologiquement ou quoi, mais ils avaient dit parce que si on y pense ou on y réfléchit trop, en fait, on peut plus faire. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Il m'a dit moi, si je réfléchis trop, si je m'attarde sur ces questions-là, je sais que je peux plus travailler comme ça, quoi. Donc c'est que quelque part, il y a un petit problème peut-être. Il y a un petit problème. D'accord. Eh bien, allons voir les tipis peut-être maintenant. Oui, on peut aller en voir un. Et donc les tipis, ça t'est venu tout de suite comme idée ou c'était un peu après Alors ça m'est venu un peu après quand même. J'avais envie d'accueillir à la ferme, je voulais faire quelque chose un peu plus original. Je voulais faire quelque chose qui se faisait pas trop souvent, qu'on voyait pas partout. Et donc j'ai pensé au tipi. Et toujours dans la même philosophie de ce lien avec la nature et les animaux, je trouvais que l'hébergement en tipi répondait parfaitement à ça, parce que c'est vraiment un hébergement qui de par sa constitution,
qui nous oblige à être dans les éléments. Voilà, ils sont au sol, ils se tendent vers le ciel. Alors même si c'est assez isolé, faut quand même, on se rend pas compte, mais c'est plus isolé qu'on ne pense. Mais malgré tout, voilà, on a tous les bruits de la nature avec nous. Voilà, on s'endort avec le cri de la chouette. Enfin, donc pour moi, c'était assez important que je trouve un hébergement d'abord qui n'ait pas d'impact au sol. Je voulais pas quelque chose en dur avec fondation et autres. Je voulais quelque chose qui soit le plus neutre possible pour le sol et qui nous laisse proche de la nature et des animaux environnants. Et le tipi, pour moi, c'était... Et puis j'aime aussi la philosophie qui va autour des tipis. C'est des tipis traditionnels amérindiens. Et donc ils ont... en tout cas, les peuples autochtones qui avaient conçu ces habitats, ils avaient une certaine spiritualité autour de ces habitats. Et je trouve que c'est une spiritualité qui va bien sur le lieu que j'ai aussi et avec ma philosophie. Donc, j'en dirai pas plus, il suffit d'aller faire quelques recherches. Et vous verrez ce que représente aussi un tipi amérindien. Voilà, dans l'esprit. Et ça fait partie un peu du charme aussi, pourquoi les gens viennent ici, j'imagine. Oui, complètement. Oui, complètement. Et tu les as montés toi-même, les tipis ou Alors, je les ai montés moi-même, mais avec de l'aide. D'accord. Voilà. Et les toiles sont faites par un artisan. Voilà, qui fait spécialement les toiles de tipi ou de tentes médiévales, enfin autres. Et donc, on les a montées nous-mêmes, voilà, entre copains. En famille et entre copains. Et donc, t'en as 4. Alors, il y en a 4, ouais. Il y en a 4. On a une petite roulotte là qui sert de chambre aussi. Et un tipi, il y a combien de personnes qui peuvent... Alors, les miens, ils peuvent accueillir, donc ça va de 4 à 6 personnes. Il y a, voilà, de 4 à 6 couchages. Une petite famille, quoi, à chaque fois. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, voilà, donc l'espace est là, avec la cuisine partagée, les douches, les toilettes. Toilettes sèches, bien sûr. Ça, c'est quoi, là, au centre, là? Ah oui, ça, c'est pour une petite terrasse. Oui, alors ça, c'est une terrasse qui nous sert à recevoir des fois des petits groupes, des musiciens. D'accord. Voilà, pour donner un peu d'animation parfois, certaines fois. Et il y a aussi... peut être un lieu aussi où il y a des ateliers parce que le site est parfois réservé pour des retraites bien-être, yoga, et donc il y a ici des petits ateliers yoga qui se passent. Des petits ateliers yoga par exemple, ça peut être autre chose, mais par exemple. Voilà, okay. Donc... là on voit un peu l'intérieur d'un tipi. Voilà. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire du feu à l'intérieur du tipi alors oui, aussi. C'est ça, c'est le principe des vrais tipis. Donc ils ont des perches qui permettent qu'on ouvre les volets de fumée, qui là sont fermés actuellement. Et donc en ouvrant les volets de fumée, effectivement, on peut faire du feu dans un tipi. Ah ouais. Et on risque pas de tout brûler alors? On risque pas de tout brûler, heureusement la toile est inifugée déjà. Et puis évidemment on fait des petits feux, il ne s'agit pas de faire un feu de la Saint-Jean dans le tipi. Mais voilà, mais c'est sécurisé bien sûr. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'est mes collègues de travail, je dis souvent, parce que je sais pas pourquoi, voilà, je leur ai donné un peu une âme. et donc ils sont là et ils font le job jusqu'en septembre. Ah oui, après ça ferme l'hiver. Ouais, je ferme l'hiver, ouais, tout à fait. On pourrait laisser ouvert parce que les toiles sont faites pour, mais c'est quand même aussi beaucoup de travail, donc ça permet aussi l'hiver de faire l'entretien qu'on n'a pas eu le temps de faire, les réparations, la maintenance. Enfin, l'hiver c'est une autre partie du travail. Et puis l'hiver, il faut fourrager les animaux. Hein. À la belle saison, ils mangent au champ, mais l'hiver, il faut leur apporter le foin, etc. Voilà, c'est un autre travail, quoi. Okay. Donc on ferme les tipis. Et alors, il y a une petite cuisine ici qui est une cuisine collective, quoi. C'est ça, une cuisine collective. Donc, actuellement, il y a une famille, donc voilà, ils ont un peu mis leurs affaires. Mais c'est ça, c'est une cuisine collective qui est plutôt assez grande et puis qui a tout ce qu'il faut pour cuisiner soi-même ou passer un bon moment au milieu d'un... On propose aussi les repas, en fait, et alors repas végétariens, qui sont faits par une professionnelle, Estelle, qui habite ma commune, et qui propose les petits déjeuners, les dîners, et elle ne propose que des plats végétariens. Ah oui, d'accord. Et ça convient à tout le monde. Oui, ça va. Jamais personne. Tout le monde trouve ça bon. Absolument, c'est un vrai succès à chaque fois. Et les gens sont parfois étonnés parce qu'ils se disent « Oh là là, mais on va encore avoir faim après !» Pas du tout. Ils n'ont jamais faim après et parfois ils ont même du mal à finir leur assiette. Donc, et ça c'est vrai, c'est vraiment véridique. Enfin, tout est vrai d'ailleurs, mais je veux dire, voilà, c'est souvent, ça surprend, mais c'est bien comme ça. Ouais.
Donc Ouais. on peut faire des rencontres aussi du coup ici, j'imagine que les gens Oui, se bien sûr. parlent. Exactement. Donc il y a beaucoup de... c'est aussi un petit peu ça l'intérêt, c'est que s'il y a des lieux aussi un peu communs, un peu partagés, c'est aussi pour que les gens se retrouvent, se rencontrent, discutent, et c'est assez rigolo. On a des personnes qui arrivent l'après-midi pour leur séjour et qui le soir même sont ensemble autour du feu de camp ou autour des tables à manger, qui des fois partagent la table et puis tout le monde discute et c'est vraiment sympa. Les enfants jouent ensemble, les enfants ça va très vite pour sympathiser, donc c'est vraiment c'est très familial et vraiment c'est très sympa. Mais en même temps, s'il y a des personnes qui veulent, et ça m'est arrivé, qui viennent seules et qui veulent vraiment un moment à elles, elles peuvent aussi avoir justement, il y a quand même assez d'espace pour qu'elles soient dans leur coin, si je puis dire, entre guillemets, en introspection avec elles-mêmes. C'est aussi possible. Voilà, ça reste, tout est... De faire du yoga dans sa tente, quoi. C'est possible aussi. Exactement, Voilà. c'est possible aussi, tout à fait. Et puis puis de la ferme, les gens partent dans les chemins de randonnée, sans avoir à reprendre la voiture ou des choses comme ça, ouais. Donc si tu as peut-être un dernier petit conseil à donner à quelqu'un qui aimerait vivre en cohérence avec ses valeurs et qui n'a peut-être pas encore franchi le pas, qu'est-ce que tu dirais ? La première chose que je dirais déjà, c'est de ne pas écouter les autres. Parce que je pense qu'il faut savoir s'écouter soi. La vie des autres, ce n'est que la vie des autres, n'est-ce pas ? Parce que d'abord, souvent ceux qui conseillent ou qui mettent les freins, ils n'ont pas forcément la même vision et donc ils ne comprennent pas forcément. Donc peu importe. Peu importe, déjà, moi je dirais la première chose, c'est s'écouter soi et pas s'occuper des autres. De toute façon, vous savez, on ne plaira jamais à tout le monde et il y aura toujours des gens pour critiquer. Donc qu'on le fasse ou pas, autant aller au bout de ses envies. Et je dirais de bien réfléchir quand même à tout ce que ça va représenter en charge de travail et également à toute la charge économique, charge financière. Faut quand même pas partir trop dans les nuages. Ouais. Faut quand même faut cadrer la chose, faut bien réfléchir à tout ça. Faut savoir être bien entouré aussi. Faut quand même pas être trop seul, parce que ça peut vite devenir difficile sinon. Et j'ai envie de dire, go quoi. Voilà, pas de barrière inutile. Aller au bout de ses rêves. Toujours. Merci Charlotte. De rien. Merci Phileas.